qui Delacroix n'arrête pas de dénigrer dans son journal, etc. Donc, je ne sais pas ce que... Non, merci beaucoup. Ouais. Je pense que la distinction entre deux barbaries, la barbarie de la décadence, de la dégénération... Exactement, de la fin et du début. Et c'est une remarque merveilleuse. Mais c'est intéressant parce que si on lit un peu sur l'ethnographie de ces convulsionnaires, comme l'ethnographie était discutée dans le 19e siècle, c'est vraiment intéressant comment Delacroix a souligné que les convulsionnaires ne sont pas un vrai danger. Parce que dans toute la littérature ethnographique du 19e siècle, il y a un lieu commun, et c'est que les convulsionnaires agressent les juifs. Et c'est un peu alludé ici, parce que c'est des garçons juifs et on ne sait pas vraiment identifier cette femme, mais quand même ici ils sont assis sur le toit et c'est vraiment pacifié lorsqu'on compare le tableau avec les descriptions spectaculaires et sensationnalistes de la littérature ethnographique du 19e siècle. Merci. Oui, c'est pour jouer le béotien. Pourriez-vous revenir sur le rapport que vous établissiez entre deux formes de souveraineté? Enfin, c'est comme ça que j'ai compris, souveraineté de l'artiste d'une part, et tout ce qu'on entend, je pense à Christophe Menck, la tradition adornienne, de l'autonomie de l'œuvre d'art, etc. Et ce que vous dites d'un point de vue plus socio-historique quant à la souveraineté, les avatars de la souveraineté politique, autour d'un motif qui n'est pas tout à fait en rapport avec le soleil, même si j'ai pensé moi aussi au parasol du chancelier Séguier de Lebrun, qui est la figure du souverain en tant que lieu du plus haut degré de souveraineté, d'un point de vue statutaire, et en même temps du plus grand vide de manifestation d'un pouvoir quelconque, c'est-à-dire sans voir Poussin partout et le lac tranquille au milieu de l'œuvre. Il me semble que dans tous les cas, c'est la figure du souverain qui est la plus impassible, qui est la plus éloignée de ces manifestations, etc. Et donc là-dedans, alors sans vouloir reprendre une dialectique sur laquelle j'aimerais avoir votre avis du rapport de transcendance qui arrive à un tel degré de maîtrise qu'elle devient une sorte d'immanence et se diffuse à l'échelle cosmique, devenant ce soleil métonymique et non plus métaphorique. Est-ce que dans cette figure à l'écart, on peut retrouver un lieu de convergence entre la souveraineté représentée du monarque et la souveraineté de l'artiste qui est présent comme partout, immobile, au centre du lieu, et puis comme repère de cette conjonction possible, la plus évidente, me semble-t-il, ça remet la pâle, une sorte de rêverie qui est du souverain ou de l'artiste. Non, mais merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec votre suggestion. Ce qui est intéressant et important pour moi sont peut-être deux choses que je veux souligner encore une fois. C'est qu'il y avait toujours une conscience très distincte que le transfert de la figure de la souveraineté du domaine politique au domaine de l'art, c'est toujours une sorte de démultiplication de souverains. Et dans Baudelaire, on trouve une réponse très explicite à ce problème, avec une figuration grotesque de la souveraineté, que dans la condition moderne, le souverain peut apparaître sous des droits les plus vulgaires et grotesques. Et ça, c'est peut-être... ça, c'est aussi une histoire très profonde, je pense, dans la réflexion moderne sur l'art. Et peut-être dans Liberté dans le peuple, il y a une certaine réflexion aussi sur ce moment de la souveraineté populaire, un moment dans lequel des
manifestation perverse de la souveraineté se montre. Alors c'est peut-être encore un autre aspect. Et la question fondamentale, la question qui m'intéresse le plus est comment la critique de la souveraineté, comment elle était articulée au début du XIXe siècle, notamment par Benjamin Constant. Comment cette critique de la souveraineté est liée à la fantasmagorie de la souveraineté dans l'art du XIXe siècle. Alors, seulement, ce sont des vases communicants. C'est la souveraineté. Alors, Benjamin Constant est très explicite. La souveraineté ne doit pas exister en tant que catégorie politique. C'est seulement quelque chose, une métaphore. Du fait, c'est quelque chose où il faut à tout prix éviter qu'il y ait une instance souveraine dans l'État, souverain dans le sens d'être au-delà de la loi. Je pense que l'œuvre de Delacroix, dans certains aspects, peut être compris en tant que réponse à cette critique de la souveraineté politique, une réflexion artistique sur ce vide au centre. Et comme ça, je suis très I'm very thankful that you mentioned the emptiness of the sovereign, because the emptiness of the sovereign in the early 19th century, it's not just something we as early 21st century people like to see, but it's something, a theoretical concept crucial to the liberal critique of the French Revolution and of the Napoleonic Empire. So, this is interesting. En attendant que des questions surgissent, moi je vais faire juste une petite remarque sur la relation que tu fais entre cet aspect énergétique qui passe à travers donc, la couleur, la chaleur, la couleur, le parasol, les filtres et l'aspect iconographique. C'est d'un point de vue méthodologique très intéressant parce que l'un n'exclut pas l'autre, il y a l'iconographie. Mais en même temps, il y a une articulation très fine entre ces deux dimensions, celle de l'intensité et celle de la dénomination. Et là-dessus, je voulais avoir ton avis sur un ignorant que je suis complet de l'art du XIXe siècle. Enfin, d'une certaine manière, d'où ça vient, ou dans quelle mesure c'est une élaboration propre de la Croix de cette période. Je pense que effectivement, Étienne rappelait tout ça, peut-être le premier poussin, il y a des expériences de ce genre, je ne vais pas forcément établir des ponts si peu historiquement si vastes, enfin, peut-être juste ton avis sur ces questions. Juste un anecdote, vous avez bien dit, je vous ai bien dit thermovisuel. Bon, c'est juste pour résumer. Parce que le thème de la chaleur, c'est bien connu, c'est vraiment une nœud dans l'œuvre de Delacroix, parce que c'est un des mots les plus fréquents dans son journal, sa préoccupation avec la chaleur. C'est bien connu que son studio avait toujours une température de, je ne sais pas, 35 degrés, il est préoccupé de perdre ça. Et ça, on peut, je pense qu'il y a une situation, sorry, I will switch to English. I think there's a very specific epistemological background for this. And if you know it from Foucault's book on the history of l'histoire de la clinique,
And there's this chapter about mesurer la temperature. If in the more recent studies, history of science, from these studies I learned that in the first half of the 19th century, this was the period when the measurement of temperature, of the human temperature, has been established. And there are all kinds of resistance, that there's only one kind of fever, and that you're not supposed to tell your doctor which kind of fever you're suffering. But you don't have to tell him anything. He has the thermometer to measure your fever. And I think in Delacroix's diary and in his preoccupation with his bodily heat, there's this insistence that there is some kind of specific quality, there's a certain quality of heat which cannot be reduced to quantity. And so this is not something personal to Delacroix, but this is a kind of epistemic shift in the early 19th century, that the heat of our body has no specific quality at all, that you can measure it and compare it with all kinds of other phenomena. And in his diary, and I think also in his art, there's an attempt to preserve a certain specificity and genuine quality to bodily. Alors, dans ce contexte, il y a une certain affinity between Delacroix and Gaston Bachelard, parce que Gaston Bachelard, he has written his thesis on this whole problem of bodily heat, etc. But then he's written his Poétique de l'espace, etc. And those books are about the preservation of some kind of imaginary bodily intimacy, closeness. So in order to learn how to imagine, you have to live in a house, and you have to have a corner, and you have, as a child, you have to withdraw into your room, and then you're feeling the architecture, and feeling your body, and feeling the heat of your body. That's how our imagination develops. And so I don't want to elaborate too much about this, but this, I think, is not only a personal theme of Delacroix, but it has been his personal theme, to how to preserve, how to think about heat as something characterized by specific qualities which cannot be reduced. Alors, that's why I think what you have said about the relationship between the iconography and the energy, between his insistence to make paintings which can be read as elaborations on the great paintings of the 17th century. On the one hand. On the other hand, his involvement with an energetic understanding of painting. I don't see a kind of conflict between those two aspects. I think he wanted to fill the art of painting, the tradition of painting, but he wanted to reanimate the history of painting, and to reanimate for him did mean to preserve a sense of a specific quality of bodily heat. So this is my would be my interpretation of all these problems. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Frédéric? Oui, je voulais revenir sur la fonction politique que pouvait accomplir ces tableaux, ce corpus marocain, puisque je me demandais si ce corpus il vaut d'une part, je crois, effectivement, comme contrepoint à la fois critique et nostalgique à l'égard d'une souveraineté bourgeoise ou monarchique dévaluée dans l'esprit de Delacroix. Mais en même temps, je me demandais si ce corpus ne valait pas peut-être aussi comme quelque chose qui était au service peut-être d'une captation et d'une réintégration de
cette souveraineté archaïque, orientale, par la monarchie française, puisque, vous l'avez dit, ce Marocain est défait, en fait. Il est souverain, mais défait par une puissance, certes, non plus véritablement souveraine, mais malgré tout victorieuse. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une captation, en ce sens, non, de ce pouvoir ancien par la puissance coloniale? C'est l'hypothèse que je faisais. Je pense que c'est une question très importante, mais peut-être il faut clarifier de quelle perspective on pose cette question. D'une perspective, on peut dire, de contexte culturel, je pense, ma réponse serait oui. On peut lire, je pense que ce serait possible de lire l'œuvre de Delacroix en tant que captation de naissance que vous avez présentée. Mais si on pense sur les intentions artistiques de Delacroix, et ça c'est ce que je fais, je pense qu'il faut insister sur cette distinction que l'artiste lui-même a tracée entre les deux barbaries ou la souveraineté obsolète dans l'époque moderne et l'importance de la souveraineté politique pour l'histoire de la peinture. Alors, moi, je suis tout à fait... alors, ça serait ma réponse. Mais évidemment, ma perspective est restricted. It's restricted on how to understand Delacroix's project on its own terms. I think if one wants to write a history of these pictures, these paintings, and try to understand how they function within, let's say, the Orientalist culture of 19th century France, I think that's just the way I would go. I cannot do this kind of research because I don't know enough about 19th century France, but I would agree. Je ne sais pas si c'était une réponse ou... Je compte jusqu'à 3. Je pense qu'on peut d'une part remercier encore et peut-être rester un petit moment avec un verre de bière. Et donc, merci encore à tous.